Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver pour le 26e numéro de la saison du 100% football amateur. C'est tous les lundis pendant 1 heure. Les titres de ce soir: Simon Auro du district ESCO à l'Académie de Valenciennes, un parcours de formateur en ligne droite. Qui a vraiment les épaules d'un champion de national cette saison? Brian Cange, un défenseur francilien déjà rodé au plus haut niveau. Pour en parler, pour m'accompagner ce soir sur ma gauche, Moussa Soukouna. Comment vas-tu, Moussa? Salut Farid, toujours un plaisir d'être là. Plaisir partagé, merci Moussa. Et à ta gauche également, Mehdi Oudni. Comment vas-tu, Mehdi? Ça va aussi, Farid. Heureux, hein, je sens qu'il est heureux. Oui, et puis il fait beau, donc parfait. C'est vrai. Merci messieurs d'être à mes côtés. Voici le programme, mesdames, messieurs. Ancien cadre technique départemental, Simon Ro est aujourd'hui directeur de l'Académie de Valenciennes FC. Une trajectoire qui illustre une montée progressive vers les responsabilités de formation de haut niveau. Il est avec nous dans quelques instants au téléphone. Le sprint final du championnat national est lancé et plusieurs équipes peuvent encore rêver du titre, eh oui. Mais laquelle a vraiment les épaules d'un champion? C'est le débat de la team ce soir. Formé entre Argenteuil et le Racing Club de France, Brian Larson Cange incarne cette nouvelle génération de défenseurs polyvalents issus de la région parisienne. C'est notre invité en plateau. Bienvenue au micro, Brian. Bienvenue, merci. Merci, plaisir partagé et j'ai hâte de discuter avec nous aussi on a hâte et merci d'être présent, Brian. Le programme a été donné, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. On va démarrer par prendre la direction du Nord. Le 100% football amateur, culture foot. Sa connaissance du football local et sa capacité à former des jeunes talents font de lui un acteur incontournable du développement des joueurs dans le Nord. Simon Ro est avec nous au téléphone. Allô ? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Simon, comment vas-tu ? Écoutez, très bien. Je suis content de passer un petit moment avec vous pour échanger sur le foot. Toujours un plaisir. Exactement. Pour commencer, Simon, peux-tu revenir sur tes débuts au district ESCO et ton rôle de cadre technique départemental ? Alors, ça a été, une parenthèse de ma vie. Je vais plutôt commencer par le début. C'est que je me suis forgé dans un club amateur pendant une quinzaine d'années, le club d'Aulnoy-Emmerich, qui est maintenant le club de l'Entente Fény-Aulnoy. C'est un club de N2 dans la région du Nord. Donc c'est un club dans lequel où j'ai pu entraîner toutes les catégories des tout petits jusqu'à l'équipe première, avec toujours plutôt cette âme d'être sur les jeunes, créer des sections sportives à l'époque scolaire, du collège au lycée professionnel et le lycée général. Et puis après, derrière, j'ai été recruté par la Fédé qui m'ont proposé d'intégrer le poste de technique du district en tant que CTDPTF, c'est tout ce qui tourne autour des sélections et de la formation des entraîneurs. Mais c'est un court épisode de ma vie puisque je ne l'ai fait même pas 2 saisons, puisqu'après j'ai été sollicité par le VFC. Donc du coup, j'ai eu la chance de vivre le monde amateur, le monde fédéral et le monde professionnel. Exactement, le monde amateur, le monde populaire. Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre donc le Valenciennes FC ? Je crois que c'était en 2016, c'était en quelle année ? 2016, la saison 2016-2017. Écoutez, j'ai été sollicité à l'époque par le président Dietz, qui était le président du VFC, qui m'avait demandé d'intégrer le club parce qu'il avait le souhait de remettre le territoire au cœur du VFC. Donc, comme j'étais très connu dans le département et que j'avais du coup le poste de CTD, je pense que pour lui c'était l'occasion de créer quelque chose en fédérant les clubs et puis de créer
un rayonnement autour de Valenciennes avec un projet avant tout local et régional sur le recrutement des jeunes. Très intéressant, Simon. Comment ton expérience au niveau départemental, tu l'as souligné au tout début de l'interview, a-t-elle influencé ta méthode de formation au club ? J'ai envie de te dire que déjà quand on est coach, les jeunes c'est un vrai laboratoire, c'est une vraie bonne expérimentation de pouvoir entraîner pendant des années des différentes catégories où on commence à développer du coup. Bon alors après quand on est sur le cadre de section sportive parce que je l'ai été pendant longtemps, on est quand même guidé par la DTN avec un accompagnement qui est plutôt intéressant. Puis après, on vit des formations d'entraîneurs. Moi, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au formateur. Et lorsqu'on passe des formations avec des cadres différents qui t'accompagnent, tu en prends et tu en laisses. Et puis après, tu crées ce qui te paraît le plus cohérent dans ton projet technique et dans la stratégie que tu veux mettre autour des jeunes. D'accord, c'est très. Oui, non, je comprends mieux. Avant de laisser la parole aux consultants Moussa et Mehdi, quel changement as-tu apporté depuis que tu es directeur de l'académie ? Alors, le changement le plus notable, c'est que je voulais. J'ai été recruté pour ça, mais l'idée, c'était de régionaliser le centre de formation, c'est-à-dire avoir beaucoup de joueurs issus du local. Ah, une identité du local. Forte. On a de la chance dans le Nord d'avoir, du moins dans la région des Hauts-de-France, une région forte en foot avec 1200 clubs, 200 000 licenciés. Donc on va dire qu'on peut avoir ce projet-là parce qu'on a aussi autour de nous des clubs amateurs qui travaillent très bien. Donc on a développé un maillage de clubs partenaires. On en a 60 là à Valenciennes. L'idée c'était au départ à mon arrivée de réduire les effectifs. Il y avait beaucoup de joueurs à l'association, des tout petits jusqu'au U15, avant de parler du centre de formation. Donc ça a été un projet de 4 ans déjà. Je suis passé de 160 joueurs à 90. L'idée, c'était pas de remercier les gamins, c'était surtout de moins recruter. D'accord. Pour qu'on puisse accompagner les joueurs le plus longtemps possible, parce qu'il n'y a rien de pire que de prendre des joueurs et de faire du brassage, et puis de remercier des gamins de 10, 12, 13, 14 ans. L'idée, c'est de les accompagner sur des projets à moyen ou long terme. Intéressant. Donc du coup, on a axé le travail là-dessus avec du coup la confiance des clubs, puisque comme on recrutait moins, on prenait vraiment le meilleur de chaque club. Ça nous permettait de monter en confiance avec aussi les clubs partenaires, et puis aussi de se dire aussi qu'un jeune pouvait autant progresser chez eux que chez nous quand on n'était pas sûr. Et donc voilà, donc là on a des petits effectifs, des U9 au U11, on tourne entre 10 et 12 joueurs par équipe. Et puis après sur les catégories foot à 11, U13, U14, U15, on tourne de 16 à 18 joueurs max, je veux pas plus. Comme ça on s'assure de donner du temps de jeu à tout le monde. Et puis d'accompagner encore une fois les joueurs dans leur parcours de la meilleure des manières possibles, parce que moins on a de joueurs, plus on est concerné par eux, et donc mieux on travaille avec eux. Et du coup, au centre de formation, j'ai 30 joueurs issus de l'école de foot et de la préformation. D'accord, c'est très clair. En tout cas, on sent qu'on favorise la qualité au lieu de la quantité. C'est important de le rappeler. Je laisse la parole à Moussa. Bonsoir Simon. Bonsoir Moussa. Alors, donc j'ai entendu que maintenant vous avez changé un peu votre politique de jeunes en termes de recrutement. Donc vous priorisez les joueurs locaux, les joueurs issus de la région. Sans oublier les Parisiens. J'ai quand même des Parisiens. Avec des Parisiens un petit peu. Voilà, comme c'est région voisine. Région voisine, exactement. Est-ce que cette politique facilite, on va dire, l'environnement du joueur comme on sait, des joueurs qui habitent très loin, ils n'ont pas cet environnement familial qui leur permet de s'épanouir un peu dans ce sport, où on a papa, maman qui n'est pas de côté, qui ne vient pas forcément souvent à nos matchs. Est-ce que ce facteur-là, le fait que vous priorisez les joueurs locaux, a un impact réel sur la progression du joueur et sur son épanouissement? C'est exactement ça. En fait, tu as tout résumé. L'objectif, c'est un équilibre. Et l'équilibre, on l'a avec la famille. Donc en fait, quand on recrute, j'ai 65 joueurs au centre de formation. Quand on a une quarantaine de joueurs de la région et 20 Parisiens, le week-end, les garçons peuvent rentrer chez eux, les parents peuvent venir voir les matchs.
C'est un vrai luxe. Et on le sait aussi sur les infos DTN, c'est qu'un joueur près de chez lui a plus de chances de réussir parce qu'il a justement cet équilibre familial qui est présent régulièrement. Alors ça peut être le joueur qui rentre chez lui 1 ou 2 fois sur le mois, ou moi j'ai beaucoup de joueurs de la métropole lilloise, donc eux ils rentrent chez eux tous les week-ends après les matchs, donc ça permet toujours d'avoir ce temps à la maison d'1 ou 2 nuits, qui me paraît quelque chose de nécessaire. Et on le voit par rapport à nos résultats, parce que quelque part, même si on n'est pas là pour gagner des championnats, ou on est là pour former des garçons pour aller chez les pros, depuis quelques années, on a des très bons résultats dans nos équipes de jeunes au niveau national, au centre de formation. Simon, là où je voulais donc rebondir, donc j'ai bien compris, vous fermez pas la porte à la région parisienne, mais de temps en temps, le joueur a peut-être besoin, lui, de se délocaliser pour se donner entièrement au football. Encore une fois, c'est un équilibre. Hein. Il y a des jeunes qui... voilà, sur les Parisiens que je peux avoir, il y en a qui restent un peu plus au centre, hein, parce qu'ils s'y plaisent, parce que ils ont besoin peut-être de sortir du contexte aussi familial. Alors, je ne vais pas forcer les jeunes à rentrer chez eux. Et on est très attentif forcément quand on fait venir un joueur à l'environnement, à comment ça se passe autour du jeune. Néanmoins, malheureusement, on le sait tous, dans la société, il y a des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir l'encadrement et l'entourage qui leur permettent d'être épanouis chez eux. Donc, c'est là que nous, on joue aussi un rôle très important. Avant d'être des entraîneurs et des formateurs, on est des éducateurs. Donc, on est là aussi pour accompagner le jeune dans son projet, dans son épanouissement. Alors voilà, à 95%, 97%, la plupart des garçons ont cet épanouissement avec l'équilibre familial, et puis après il y a les 2-3 garçons qui restent au centre parce que ils n'ont pas la chance de pouvoir rentrer chez eux le week-end, parce qu'il y a pas la possibilité de le faire. D'accord. Très intéressant. Merci Simon. Je laisse la parole à Mehdi. Bonsoir Simon. Bonsoir. Tout à l'heure tu parlais de réduire un peu l'effectif. Moi j'aimerais savoir quels sont les critères pour réduire les effectifs, et comment vous y prenez pour annoncer tout ça aux joueurs. C'est pas forcément facile, donc j'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe. Alors on a 2 temps dans une saison. Il y a le premier entretien qui arrive en décembre, on finit le premier semestre, même si les plus petits reprennent en août, mais le centre on reprend en juillet. Donc il y a déjà premier temps de passage où on fait un bilan avec la famille et le joueur, où on avait eu pendant la période de prépa des fixations d'objectifs avec le jeune. Et puis on voit où il en est, on voit s'il répond forcément à ses objectifs, aux notes. Et puis après on commence à mettre des alertes forcément pour aussi ne pas avoir une décision couperée qui tombe en fin d'année et que le jeune a du mal à s'en remettre. Donc on essaie d'accompagner au mieux les jeunes. Alors en plus dans les clubs pro, on doit faire nos entretiens avant le 30 avril pour un centre de formation. Donc du coup les joueurs savent avant le 30 avril s'ils vont être prolongés ou pas. Ça leur permet aussi de pouvoir rebondir. Alors nous dans l'accompagnement, quand un jeune n'est pas conservé, alors je vais d'abord parler des tout petits. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand je suis arrivé, malheureusement, j'ai réduit les effectifs. Donc du coup, c'est vrai que les garçons qui étaient en fin de convention, qui étaient déjà là depuis 2-3 ans et qui malheureusement n'avaient pas le niveau espéré pour un club professionnel, ces garçons-là, on les a réorientés. On avait donc maillé les clubs partenaires, on les a aussi accompagnés. Donc vous fonctionnez avec des clubs partenaires pour les joueurs que vous ne gardez pas, on va dire, c'est ça ? Oui, on envoie la liste à nos joueurs. Alors on a des clubs avec des labels différents. On a des clubs qui évoluent pour leur équipe première en N3, en R1, en N2. Donc du coup, ces clubs-là, forcément, sont structurés sur les jeunes. C'est des clubs qui ont des U15, U16, U17, U18 R1. Ils ont des nationaux parfois. Donc on arrive à donner un retour positif à nos jeunes par rapport à ça. Après, il y a des parents qui n'acceptent pas l'aide, qui aussi malheureusement se braquent. Mais j'ai envie de dire, j'en ai pas eu beaucoup.
J'ai dû faire depuis le temps que j'ai commencé à entraîner plus de 3000 entretiens. Et j'ai souvent eu des entretiens de remerciements pour l'accompagnement qu'on a pu avoir avec les jeunes, même si c'est toujours un pincement au cœur de pas continuer l'aventure avec un jeune. L'idée, c'est d'être toujours le plus transparent possible, le plus honnête, pour qu'il y ait le moindre de reproches possible. Et que les jeunes aient profité un maximum des saisons passées avec nous et qu'on les ait fait monter en compétence sur l'aspect, que ce soit sportif ou social ou humain. Simon, avant de laisser de nouveau la parole à Mehdi et à Moussa pour peut-être une dernière question, là tu viens de parler de l'accompagnement, et bon, on le voit peut-être pas tous les dimanches, mais presque, parfois des parents un peu excités pour pas dire autre chose. Étant donné que tu es 24 sur 24 sur les terrains, aujourd'hui c'est les parents qui sont plus gourmands et ambitieux que les enfants, ou c'est l'inverse ? C'est les parents, malheureusement. Donc il y a beaucoup de parents qui... Alors je vais pas faire une généralité parce que moi j'ai de la chance. Je trouve que j'ai beaucoup de familles qui sont très très à l'écoute et qui savent rester à leur place. Après on n'empêchera jamais certains papas, certaines mamans d'être un peu trop présentes sur l'aspect sportif, qui n'est pas leur domaine. Moi je rappelle toujours aux parents qui sont là, s'ils ont choisi un club, quel qu'il soit, ils ont fait confiance à la personne qui est en face d'eux, qui s'occupe de leurs enfants. Exactement. L'éducateur qui est choisi, que ce soit un entraîneur de club amateur ou de club pro, s'il est là, et si on a décidé de payer une licence pour le mettre, c'est que on a confiance dans l'éducateur et dans le club. Donc, et après, pour moi, les parents doivent rester à leur place. Nous, à Valenciennes, les parents, on leur donne une zone. Il y a des clubs pro qui laissent pas les parents regarder les séances. Nous, on le laisse. Donc, ils ont des zones à l'opposé des coachs et des bancs de touche pour pas qu'on ait d'interférence et que les jeunes ne soient pas dans la captation du regard des parents. Parce qu'il y a malheureusement trop d'enfants aussi qui sont dans est-ce que papa a vu ce que j'ai fait, etc., etc. Donc, ça, faut l'éviter. Et puis les parents, voilà. Donc nous, on a déjà eu des problèmes, clairement, avec des familles où on a déjà dû malheureusement donner des avertissements ou des fois exclure parce que les parents avaient des comportements pas du tout en adéquation avec ce qu'on voulait, quoi. C'est important de le rappeler. Chacun à sa place. Dernière question, Moussa. Oui, Simon. Alors, concernant votre politique sportive au niveau des jeunes, des équipes de jeunes, on sait que généralement, les équipes de centres de formation, en 17 nationales, 19 nationales, ils ont, selon les clubs, selon la carrière des clubs, généralement font évoluer des joueurs à une ou deux générations en dessous. Donc, plus jeunes que les amateurs d'en face. Est-ce que vous, au centre, vos équipes 17, 19 nationaux ou réserves nationales, les joueurs qui figurent, qui sont alignés, sont plus jeunes que les amateurs d'en face, ou c'est quasiment les mêmes générations qui sont confrontées? Très intéressant. C'est toujours plus jeune, toujours. En fait, quand je vais te donner des exemples concrets, alors déjà nous chez les tout petits, nos U9, U10, U11 jouent toujours des N+1. Donc ils jouent nos U9, jouent des U10. On fait que des matchs amicaux en U9, U10, U11. Nos U12 sont dans un championnat U13. Il n'y a qu'à partir de U14, comme c'est des qualifications, ils jouent dans leur année d'âge, les U14, les U15. Mais par contre, on surclasse les meilleurs. Toujours. S'il y a 1, 2, 3 joueurs qui méritent de jouer au-dessus, par exemple, on a un U15, on a un 2011 qui joue toujours en 17 ans nationaux. En 17 ans nationaux, donc c'est les générations 2009-2010, on a 4 ou 5 2010 qui jouent à tous les matchs, les titulaires. Donc plus les 2-3 qui sont sur le banc, donc on s'est déjà retrouvé à avoir 8 2010 sur un match de 17 ans nationaux avec un 2011, alors que le club amateur n'évolue qu'avec des 2009, hormis quand ils ont un joueur exceptionnel dans leur club, mais c'est très rare. Et en 19 ans nationaux, nous on joue avec beaucoup de 2008, quelques 2009 parfois, des joueurs surclassés aussi, 2 ans en dessous, et on joue essentiellement des équipes composées de 2007. Et donc, même contre les clubs pro,
Alors, Vous arrivez entre à les les clubs aligner pro, ou vous- non, là, entre les clubs pro, on est sur un schéma identique au nôtre. Alors, il y a des clubs qui, des fois, sont un peu plus jeunes, il y a des clubs qui sont un peu plus vieux, ça dépend Ouais, les c'est à la clubs. marge. Donc, nous, on joue dans notre championnat, on a le PSG, on a Le Havre, on a Caen, on a Lille, on a Lens, on a le Red Star, qu'est-ce qu'on a comme club pro on a Amiens, on a Reims. Donc en fait là, Ouais, il y a du monde. je sais que ce week-end on va jouer Reims. Reims sera plus vieux que nous en 17 ans. D'accord. Voilà. Mais par contre, si on est allé jouer au PSG il y a 15 jours, le PSG était forcément plus jeune que nous. Parce qu'ils ont j'ai envie de dire c'est logique, ils ont les meilleurs de France. Donc voilà. Donc ça s'équilibre. Mais par contre, le ratio club amateur, club pro, le club amateur est toujours plus vieux que le club professionnel. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui arrivent à performer et à se maintenir dans les championnats nationaux parce qu'ils ont des équipes plus athlétiques que les nôtres. Donc ils arrivent à compenser. Mais sur une saison, souvent le club pro arrive à se maintenir par rapport à la qualité technique et le contenu. L'intelligence de jeu. Il y a l'enjeu du C'est maintien. intéressant. Mehdi, dernière question pour Simon. Ouais, une dernière question. Est-ce que vous jouez tous dans le même système, mais combien de jeunes arrivent à aller sur l'équipe première? Alors, on joue pas du tout dans le même système. Moi, je veux pas. C'est Je suis important. contre les projets où on décline des pros, un projet jusqu'aux jeunes. Pour moi, un centre de formation, c'est avant tout découvrir différents systèmes, découvrir différentes approches en fonction des éducateurs, en fonction de l'effectif que l'éducateur a aussi. Donc, j'ai des coachs qui changent 2, 3, 4 fois de système dans l'année. Défense à 3, défense à 4, 2 attaquants, 3 attaquants. En fait, je veux que le panel il soit le plus complet possible pour que le joueur, quand il arrive en pro, justement, il puisse s'adapter à l'entraîneur pro. Et on sait tous que les entraîneurs pro changent vite. Donc, du coup, si on installe un projet sur un système, on s'enferme dans quelque chose, à mon goût. Donc, par contre, voilà, il y a des grands clubs au monde qui maintiennent toujours à peu près les mêmes systèmes, mais parce qu'ils ont les meilleurs joueurs, parce qu'ils ont cette capacité à imposer le style par rapport à la marque de fabrique du club. Mais je trouve que nous, à notre niveau, on est plus efficace à le faire. Et la deuxième question, Valenciennes, on a un club, le centre de formation, il est ouvert en 2009. On a 450 joueurs qui ont fréquenté le centre de formation depuis 2009. On a 54 joueurs qui ont signé professionnels. Donc on a une grosse moyenne chez nous de joueurs qui réussissent. On en a 40 qui ont signé pro ailleurs. Donc on est à 95 professionnels donc on est à plus de 20%. La moyenne nationale elle est de 6. Valenciennes a toujours été un club qui s'appuie sur les jeunes dans son histoire. Hein. La formation fait partie de l'ADN du club. Alors là, ça a été un peu plus difficile avec la descente en national, mais là, ce week-end, on avait 2 jeunes du centre qui ont joué contre Caen. Donc, il y a eu des matchs où il y en a eu 3. Il y a des saisons où il y en a eu 4, 5 qui jouaient. Donc, on a beaucoup de joueurs de Valenciennes qui évoluent en national dans tous les clubs, en Ligue 2, en Ligue 1. Puis on a quelques têtes de gondole qui sont forcément dans des grosses structures étrangères, quoi. Très bien, non, mais bravo pour ce que tu fais et ce que vous faites du côté de Valenciennes et dans le Nord. Il faut espérer que Valenciennes puisse se maintenir cette saison pour repartir et viser le plus haut niveau très rapidement. Merci Simon d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonne soirée. Et bonne soirée. Merci Simon. Également. Merci, bonne soirée. Et à très bientôt. Allez, à bientôt, au revoir. Merci Simon. Très intéressant, hein, Ouais. le directeur technique de Valenciennes. Un ADN, c'est la formation. Et il l'a bien rappelé, hein, Simon. Ils font du bon travail. Il faut parfois laisser le temps au temps, mais comme quoi, souvent, le travail paye. Messieurs, merci pour cette première partie. Il est 19h26. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus sur RGB 99.2 FM. C'est le 100% football amateur. On parle de la 3e division. Le 100% football amateur, le débat.
Le débat entre pression, régularité et mentale, le championnat national exige bien plus que du talent. Qui a le profil pour tenir jusqu'au bout et s'imposer? On le sait tous, ce type de championnat est un marathon. Avant de vous laisser la parole, messieurs, je vais donner en direct le résultat du sondage de notre team. Alors par rapport aux équipes de tête, dans notre team, il y a une petite préférence pour l'équipe de Dijon. Il y a eu 9 réponses en leur faveur. Ensuite suit Rouen, Sochaux et une autre équipe qu'on n'a pas voulu me dévoiler, mais voilà, une équipe certainement surprise. Et Florian, qui est donc aussi consultant, m'a prévenu qu'il y avait dans pas longtemps un Dijon-Sochaux qui se profilait, donc ça devrait être intéressant. Donc maintenant, messieurs, selon vous, quelle équipe vous donne le plus le sentiment d'avoir l'étoffe d'un champion et pourquoi? Moussa? Bon, moi, je dirais plutôt Rouen, pour la région normande. Pour la région normande, ce serait bien d'avoir un deuxième club de Seine-Maritime à ce niveau. C'est un club historique en France. C'est un club qui est populaire, qui a beaucoup de supporters, il faut le voir lors des matchs nationaux. C'est un club qui revient de loin, qui avait été rétrogradé administrativement, qui avait fini en régional. On donnait même plus de signe de vie de ce club. Il y avait Quevilly et Rouen qui avaient fusionné, pour garder le côté professionnel dans la ville. Et bizarrement, ce club-là est revenu au troisième échelon, et passé devant QRM qui galère un petit peu maintenant cette année, qui a du mal avec la descente de Ligue 2 il y a 2 ans. Et là, ils sont sur une telle dynamique qu'on les voit bien finir. Après, attention, il y a Dijon, Sochaux qui sont des clubs aussi très structurés. Sochaux, on ne sait pas comment. Sochaux, on ne sait pas comment exactement fonctionne le club de l'intérieur. On connaît Sochaux des années 2000, mais on ne sait pas au niveau structurel, au niveau financier, quelles sont les capacités du club à l'heure actuelle. Après, Dijon, c'est un club où on sait que ça peut jouer facile en Ligue 2. C'est un club qui a les armes pour, qui a les équipes pour. Maintenant, Rouen joue le trouble fait. Et s'il monte, ce ne serait pas démérité. Exactement. Avant de donner la parole à Mehdi et même à Brian, je rappelle le classement. C'est vrai que ces 3 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Actuellement, Rouen est premier et leader avec 42 points, mais 22 matchs joués. Dijon, 42 points, mais 21 matchs joués. Et Sochaux également, 42 points avec 22 matchs joués. Voilà pour le rappel du classement. Et donc, Mehdi, toi, je sais que tu avais un petit favori différent de celui de Moussa. Ouais, Dijon, moi j'aime bien parce que j'ai regardé pas mal de matchs de Dijon. Il y a un fond de jeu qui est intéressant. Rouen, on va dire que la ferveur l'emporte parce que c'est vrai qu'aller à Diochon, c'est quelque chose quand même quand tu vas voir le FCR. Mais ouais, je laisse Dijon quand même avec un petit peu d'avance. Petit peu d'avance. Ouais, je pense qu'ils vont terminer champion, mais Rouen montera quand même. Mais c'est passionnant comme championnat. Il y a Versailles, attention. Qui est toujours quand même qui a un petit peu décroché entre guillemets, mais qui peuvent toujours revenir. Mais quand même, ouais, Dijon, ça me paraît solide. C'est vrai que Versailles 4e avec 6 points de retard, mais avec un match de retard également, voilà, et tout est possible. Et tout est possible. Brian, quel est ton favori pour le national? Moi, je donnerais... franchement, je vois bien Dijon finir premier. D'accord. Dijon finir premier parce que j'ai pas mal d'amis qui jouent là-bas. Qui jouent là-bas chez un peu les plus jeunes, mais bon, qui montent un peu parfois plus haut. Et je sais que leur objectif, c'est vraiment de remonter. Ça veut dire, je pense qu'ils vont se donner les moyens pour. Et en plus, là, ils sont premiers. Ils sont premiers ex-aequo avec une journée en moins. C'est ça. Donc là, ils peuvent un petit peu creuser l'écart. Pour donc le rappel à nos auditeurs et auditrices, en dernière partie d'émission, Brian Cange parlera de lui sous forme de portrait. Je te redonne la parole, Brian. Selon toi, ça va se jouer sur quoi? Sur le niveau de jeu, la force mentale? Pour moi, ça sera plutôt sur la force mentale. Parce que je pense que le niveau de jeu, ils l'ont, sinon ils ne seraient pas là. Donc ça sera plutôt sur la force mentale, ne pas se relâcher quand ça joue les bas de tableau, les milieux de tableau, se dire que c'est des matchs faciles, etc. Donc pour moi, ça va surtout se jouer par rapport à ça. Moussa, tu étais d'accord avec ton ancien poulain? Je suis d'accord avec lui, hein. Il a pas tort. Là, il va falloir rester concentré pour enchaîner les bons résultats, ne pas avoir des moments de suffisance,
parce que là c'est sprint final, on est sur le mois de mars, il reste quelques semaines. Mais toi, je te coupe, hein, Moussa, parce que tu es quand même un coach formateur réputé. Tu arrives à cette période de l'année, dans un championnat qui est très compliqué, très serré. Sur quoi tu vas jouer? Est-ce que tu vas jouer sur le discours, dans la motivation? Est-ce que tu vas faire une petite piqûre de rappel sur le plan physique? Comment tu vas garder tes hommes motivés jusqu'à la fin? Le discours va être important parce qu'il faut les garder focus sur l'objectif. Même si des fois en début de saison tu as un objectif et finalement il change. Des fois tu joues pas les premiers rôles mais finalement tu le joues, donc forcément tu dois avoir cet objectif en tête. Après, il faut leur dire de ne pas négliger certaines rencontres, certains paramètres de leur préparation qui va être importante, pour éviter des blessures, etc. Et les détails qui font qu'à ce niveau-là, à ce niveau de compétition, chaque détail va avoir des conséquences sur ta montée ou ta non-montée à l'issue de la saison. Sachant qu'il y a que 2 montées et un barragiste, donc si tu ne peux pas finir barragiste, il va falloir être plus efficace dans les 2 surfaces, hein, sachant que ça joue sur beaucoup de détails sur ce niveau-là. Où des fois à la fin, on a déjà vu des montées qui se sont jouées sur les dernières journées, et sur voire les même dernières minutes. Voilà, exactement. Je te pose la même question, Mehdi. Moi, je pense toi, que tu travaillerais sur quoi? Je pense à que cette période de l'année, en tout cas. L'aspect mental a beaucoup d'importance. Après, il faut prendre match par match parce que si tu commences à vouloir axer ton discours sur la suite de la saison et te dire tel match on va jouer comme ça, tel match on va jouer comme ça, je pense que tu peux en perdre un petit peu les pédales. Donc, et puis, comme l'a dit Moussa, si tu commences à négliger certaines équipes parce qu'ils sont 4e ou 12e et relégables, justement, les matchs les plus compliqués, c'est contre les bas de classement. Donc, si tu arrives à gagner les confrontations directes, c'est sûr que là, tu vas, je pense que tu vas sur le chemin de la Ligue 2. Rouen, je dirais qu'ils ont un bel avantage chez le public. C'est vrai que ça peut leur donner des ailes et leur donner ce petit coup de boost sur la partie finale. Dernière question, Mehdi, et je te coupe, mais dernière question, et après on passera à l'interview, mais je vais faire un dernier tour de table. Le leader actuel, donc c'est Rouen. Ouais. Tant que Dijon n'a pas joué, ils sont pas en tête, bien sûr. Est-ce que Rouen te paraît capable de résister à la pression jusqu'au bout? Ouais, ils ont le coach qu'il faut. Je pense que Régis Brouard, pour le remettre en place, je pense qu'il est quand même assez costaud là-dessus. Donc non, pour moi, il n'y a pas de détail. Je pense que déjà Dijon et Rouen iront en Ligue 2. Pour moi, ça restera comme ça. Le classement Sochaux sera barragiste. D'accord. C'est que mon avis maintenant. Si ça change... C'est comme quoi le football, c'est pas une sorte exactement. Exact, la pression elle est sur Dijon, plus que Dijon que Rouen. Même oui. Rouen, ça y est, ils sont relâchés parce que c'était pas l'équipe qui était prévue pour vraiment 2. Tu penses que, connaissant Régis Brouard, tu penses qu'il n'avait pas cette ambition? Il a l'habitude de monter, il est déjà monté avec le Red Star. Oui. Mais le club de Rouen n'a pas la même pression que Dijon, parce que Dijon, c'était clairement affiché dès le début de l'année. Rouen, on ne savait pas trop quelle était leur réelle ambition, parce que c'était un club qui devait être racheté, on ne savait pas c'est quel club, s'il devait être en N1, N2 il y a quelques saisons, là on pense à Ligue 2, donc eux je pense qu'ils vont jouer plus relâchés que Dijon. Dijon a plus la pression. Es-tu d'accord avec ça, Brian? Oui, je pense que Dijon ils reçoivent un peu plus de pression parce que pour eux ils sont entre guillemets pas à leur place, donc je pense qu'ils ont un peu plus de pression et comme Moussa l'a dit juste avant, depuis le début de l'année, ils savaient que... Tu as eu des échos, toi, du vestiaire, c'était vraiment les ambitions affichées dès le début de la saison? Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment les ambitions depuis le début de l'année, donc par rapport à ça, je pense qu'il a raison. Bon, on verra, en tout cas c'est intéressant, et c'est vrai qu'il y a du beau jeu. Il faut le rappeler également, quand on n'est pas content, il faut le dire, mais quand on est content, il faut le dire également. Donc il y a du beau jeu, donc tant mieux pour le championnat national. On suivra ça avec attention jusqu'au bout. C'est terminé pour le débat. Merci messieurs d'y avoir participé. Toujours en compagnie de Moussa et de Mehdi. Il est 19h36 bientôt. On termine avec un joueur polyvalent, déjà habitué au championnat d'élite. Le 100% football amateur. L'interview. Il construit son parcours au carrefour de l'Île-de-France et de la scène internationale avec l'ambition de franchir rapidement le cap vers le monde professionnel. Brian Cange est notre invité en plateau ce soir. Brian,
toute simple comme première question. Quel est ton premier souvenir avec le ballon? Alors, mes premiers souvenirs, franchement, c'est quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je jouais dehors avec mes amis. Et voilà. Franchement, rien de plus simple. Parce que quand on était... Ce sont les plus importants. Oui, c'est les meilleurs. C'est vrai. Ce sont les meilleurs. Mais quand j'étais petit, je jouais énormément au foot Et dehors. donc pour toi, c'était une évidence de jouer au football. Il n'y avait pas d'autres sports ou tu as tenté d'autres sports? Non, j'ai toujours fait du foot. Et j'ai commencé en club à l'âge de 5 ans. D'accord. J'ai commencé à 5 ans et j'ai toujours pris du plaisir à faire ça. Bah, tant mieux, c'est important. Et j'espère que tu garderas le plaisir le plus longtemps possible. Qu'est-ce qui change concrètement, Brian, dans l'intensité et la vitesse du jeu entre U18 R1, U17 national et U19 national que tu connais aujourd'hui au Racing? Ça va... En fait, les prises de décision, tu dois les faire beaucoup, beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite parce que là, tu joues contre des joueurs qui sont signés dans des clubs pros. Il y en a parfois qui s'entraînent avec les pros, qui redescendent le week-end, etc. Donc, ils sont habitués à ça. Ils ont tout à leur disposition. D'accord. L'école, tout est fait pour performer au meilleur niveau. Donc, c'est vraiment pour moi les prises de décision que tu dois faire beaucoup, beaucoup plus Et pour vite. ceux qui nous écoutent, même si là, comme ça, ils nous écoutent, mais peut-être qu'ils verront ensuite la vidéo, mais comment ça se travaille concrètement? Comment ? La prise de décision sur un terrain. Ça dépend. Ça dépend. Chaque club, chaque coach fait à sa façon de faire. Donc, c'est surtout sur des exos où tu mets du temps imparti, etc. D'accord. Mais la plupart du temps, c'est comme ça. Mais il y a des coachs qui font différemment. Mais moi, sur mes 2 années que j'ai fait au Red Star en 17 et là au Racing en 19, c'est souvent avec du temps ou du retard. Par exemple, tu pars avec du retard, donc du coup, tu as moins de temps pour réfléchir, etc. Intéressant, intéressant. Avant forcément de laisser la parole à ton ancien coach, comment ton passage par plusieurs clubs, je le rappelle à nos auditeurs, il y a le Racing, Argenteuil, le Red Star, tu en as parlé, a façonné ta personnalité de joueur dans la rigueur, dans la lecture du jeu et l'esprit d'équipe? En fait, c'est plutôt... comment dire ? En fait, c'est pas du tout la même chose. C'est chaque club a après ça son identité, etc. Ça veut dire chacun voit les choses de différentes manières. Mais avant d'arriver en 17, j'ai toujours joué dans des clubs amateurs, à part quand j'étais encore plus petit au Paris Saint-Germain. D'accord. Mais là où j'étais encore beaucoup plus petit, où c'était encore du foot à 8, depuis que j'ai commencé le foot à 11, j'ai toujours été qu'en club amateur. Mais quand je suis arrivé au Red Star, c'est là où j'ai compris, parce que le club, ça reste un club historique en France. Donc ils ont des ambitions. Et c'est la première fois où on a joué, où moi personnellement, j'ai joué dans une équipe qui joue le haut de tableau. D'accord. Qui joue le haut de tableau, à part quand j'étais en U14, mais avec le Covid, ça a annulé la saison. Mais le plaisir est forcément différent quand tu Oui, joues le haut de tableau et le bas de tableau. C'est ça. Tu prends plus de plaisir à venir au foot, à t'entraîner, etc. Donc franchement, c'est quelque chose que je fais à tout le monde, franchement. Tu as joué plusieurs postes jusqu'à aujourd'hui, je crois, hein, défenseur, latéral, milieu de terrain. C'est ça. Cette polyvalence, selon toi, c'est un atout ou un défaut? Non, pour moi, c'est une force. C'est une force pour moi et puis même pour le coach et le collectif. Parce que tu t'adaptes. Parce que parfois, il y a des blessures, il y a plusieurs blessures en même temps, etc. Mais du coup, toi, tu peux compenser grâce à tes qualités. Exactement. Donc pour moi, je trouve que c'est une force. Une force. Bon, c'est ça. Je te demanderai tout à l'heure quelle est quand même ta préférence et on verra si tu oses y répondre. Et donc, avant de laisser la parole à mon ami Moussa, quelle était ta relation avec lui? Moussa, franchement, sur le terrain, c'est quelqu'un de sérieux. Donc, j'ai aucun doute. On avait, sur le terrain, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais après, en dehors, il y avait beaucoup, on discutait bien, etc. Relation, je dirais, père-fils, en dehors du terrain, où il donne des conseils, etc. Mais sur le terrain, ça reste sérieux, comme à peu près tous les coachs qui ont des ambitions. C'est ça. Exactement. Et du coup, voilà.
Et surtout que lui, il a beaucoup d'ambition pour les joueurs qu'il a entre ses mains. Je te laisse la parole, Moussa. Alors, Brian, bon, on s'est croisés parce qu'on s'est pas eu au quotidien au niveau de terrain, on s'est plutôt côtoyé que d'être sous mon encadrement. D'accord. Parce que moi j'étais sur les 17 et lui était sur les 18 quand il arrive au club. Mais je le connaissais déjà lorsqu'il était en U16 au club, avant qu'il aille au Red Star. Brian, on sait que selon les environnements, selon la population, dans certains clubs, le niveau d'exigence des joueurs n'est pas forcément la même. Tu sais comment ça se passe. Quand on est à Argenteuil, quand on est au Red Star, quand on est au Racing, des fois, nous, on a un beau mettre un cadre. Et des fois, les joueurs ont du mal, selon le club dans lequel ils sont, à vraiment mettre au même niveau les clubs, leur niveau d'exigence, venir à l'heure, venir avec ses équipements, etc. Est-ce que tu vois une réelle différence d'exigence? Je parle bien des joueurs, pas du coach par rapport aux joueurs. Est-ce que les joueurs que tu as côtoyés au Red Star, puis Argenteuil, ou même avant Argenteuil, avant de venir au Red Star, et au Racing, est-ce que tu vois une différence d'exigence envers eux-mêmes? Se dire, il faut que je sois omniprésent, il faut que je sois très impliqué en entraînement, il faut que j'applique les consignes coach, il faut que je vienne avec les équipements obligatoires, il faut que je préviens quand je suis pas là, quand je suis blessé, il faut que je fais un réel suivi de ma blessure, voilà. Et est-ce que tu vois, vu que toi tu as fait les trois clubs, est-ce que tu vois une réelle différence des joueurs en termes d'exigence? Oui, énormément, parce que, par exemple, quand je suis arrivé au Red Star, on avait vraiment des règles à respecter. Au début d'année, on a signé une charte où il fallait respecter certaines règles, les horaires, les équipements, etc. Ça, on la signe dans tous les clubs, non? Non, pas partout. Non. Ouais, On la signe des fois, mais les joueurs, ils n'ont pas Oui, c'est ça. Ouais. Ça. Voilà. Et du coup, quand je suis arrivé au Red Star, du coup, qui a été ma première année en club en 17, NAS, du coup, j'ai vraiment ressenti ça, et c'est l'une des choses qui m'a le plus choqué au départ, parce que j'étais habitué à ce qu'il y ait forcément 3-4 joueurs qui contournent un peu les règles. Mais alors que là, quand je suis arrivé, il y en avait aussi, mais sauf que le coach, directement, il écarte. Ah oui. Il écarte, il n'a pas le temps de garde. discuter. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a un cadre à alors que respecter, par exemple, c'est tout. quand j'étais à Argenteuil, le coach, il essaie de parler, etc. Là, il parle une fois, si t'écoutes pas, c'est fini pour toi. Certainement la meilleure méthode. C'est ça. Et du coup, la même chose cette année aussi. Je l'ai plus vu cette année qu'en 17. Et le coach, quand il y a des gens qui ne respectent pas les consignes, ou que ce soit sur le terrain ou même en dehors, pas arriver à l'heure, pas écouter les consignes, etc., il écarte directement. Même si ça va avoir des conséquences par rapport à ses résultats, il préfère faire ça pour se faire respecter. Et je trouve ça, je trouve ça normal. Tout à fait. Mehdi, est-ce que tu arrives, maintenant que tu es au plus haut niveau chez les jeunes, à voir un petit peu par rapport aux attaquants que tu vas affronter, soit par le match aller, soit par des vidéos, à analyser un petit peu comment justement défendre avec eux, parce que maintenant tu le sais très bien, tu as des attaquants quand même assez redoutables, comme on dit. Donc est-ce que tu travailles là-dessus? Oui, nous là cette année en 19, notre coach il nous a passé une application où il y a les matchs de toutes les équipes, chaque journée. Okay. Et du coup, moi je prends, après peut-être les autres ils font peut-être pas pas ça. tous, mais toi mais personnellement. moi personnellement, je sais que par exemple là la semaine prochaine, nous on joue Valenciennes en 19, Valenciennes ils sont premiers, nous on est 4e, il y a 9 points qui sont, donc on veut un peu essayer de recoller. Donc je sais que la semaine dernière, j'ai regardé le match Valenciennes-PSG qui est leur dernière journée. Et du coup, moi personnellement, je regarde, etc. Je sais que bientôt on joue le PSG, donc aussi ça m'a arrangé de regarder ce match-là. On va bientôt jouer QRM, donc j'ai regardé QRM-PSG. Et je regarde les joueurs qui vont potentiellement jouer contre moi pour pouvoir analyser, regarder ce que je dois faire, leurs atouts, leurs forces, etc. Leur profil, c'est important. Ouais, c'est bien. Le fait d'avoir grandi et formé en Ile-de-France, je le rappelle, Argenteuil, Racing, Red Star, et tu l'as dit, même le Paris Saint-Germain, donc tu as connu quand même pas mal de clubs en région parisienne. Cette formation a-t-elle façonné ton identité de joueur et ton style de défenseur? Oui, je pense
que si j'avais par exemple grandi ailleurs, je pense pas que j'aurais été ce que je suis maintenant. En Ile-de-France, c'est beaucoup d'intensité, d'agressivité, C'est etc. important de le rappeler. Et c'est ce qui fait le joueur que je suis aujourd'hui. Et donc, la question que je voulais te poser maintenant, est-ce que tu as une préférence, même si le coach profite de ta polyvalence, mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu as une préférence, oui, et tu aimerais peut-être te stabiliser à ce poste. Là, cette année, j'ai une préférence pour jouer central, défenseur central. Par exemple, en 17, je préférais jouer latéral. En U17, j'ai fait toute l'année latéral et je préférais. Mais là, cette année, je me sens mieux en tant que défenseur central. Pourquoi ? Parce que tu as le jeu face à toi ? Oui, et puis je sais que mon latéral actuel, il est dans le style de jeu de notre équipe, et il est beaucoup plus adapté par rapport à moi. Parce que nous, on est dans une équipe cette année où on sollicite beaucoup les latéraux offensivement. Et je sais que lui, qui était ailier avant de passer latéral, il est beaucoup plus à l'aise balle au pied offensivement que moi. Capable de faire les allers-retours. Je sais que pour l'équipe, c'est mieux que lui soit latéral. D'accord. Et puis même, moi, je me préfère cette année, je sais pas pourquoi, je saurais vous dire, mais je me sens plus à l'aise en tant que central. Central. C'est ça. Moussa, d'ailleurs, tu le voyais comme futur axial, Brian ? Plutôt axial parce qu'il dégage une sérénité. D'accord. Après, comme il a parlé de profil, c'est vrai que le profil du latéral, il a un profil différent du défenseur central. Mais c'est important, c'est complémentaire. En termes de pouvoir attaquer, pouvoir défendre, pouvoir prendre le couloir, pouvoir participer à des jeux combinés. Et Brian, il dégage plutôt la sérénité. Il est plutôt propre dans ses relances. Il est plutôt intelligent. Des fois, il a cette tendance, on a l'impression qu'il a une facilité, mais voilà, c'est son petit défaut. Mais des fois, c'est un petit défaut qui donne quand même des ondes positives dans le sens où le joueur il est serein quand même. D'accord. Parce qu'un défenseur central, ça doit pas être fébrile, ça doit pas donner des signes de fébrilité à l'équipe adverse. Et moi je dis moi, mais bon, on sait pas, l'avenir le dira, le football le dira et les coachs aussi qui auront leurs idées de jeu. Bien sûr. Mais je pense que le côté central, c'est un style qui lui correspond. Après, il est assez polyvalent, donc c'est une force. Peut-être aussi pouvoir jouer aussi au milieu de terrain. Exactement. Après, ça demande milieu de terrain, c'est différent de défense centrale parce que tu dois jouer beaucoup plus vite. Tu as plus de pression, tu as plus de présence. Donc, alors qu'en défense centrale, tu n'es pas forcément pressé tout le temps. Donc, tu as un peu plus de temps. Mais comme je disais au jeune homme qui est à côté de toi, qui est aussi en école de foot, qui est futur prometteur. Polyvalent, c'est. Je vais te poser la question d'ailleurs. Est-ce que le fait d'être polyvalent, c'est une force pour le coach et ça te donne des chances de pouvoir jouer plus que d'autres concurrents, ou des fois ça peut être déstabilisant dans le sens où il faut s'adapter à plusieurs postes et ça te stabilise pas assez. Pour toi, c'est plutôt une force ou plutôt déstabilisant d'être polyvalent ? Non, moi je pense que c'est plutôt une force. Par exemple, cette année, en début d'année, je me suis blessé. Je suis revenu de blessure et je savais par exemple que je ne devais pas rejouer directement parce que durant mon absence, l'équipe elle a enchaîné les victoires et que le coach, et puis je trouve ça normal, il part du principe qu'il ne va pas changer forcément l'équipe qui gagne. Mais vu que le latéral il s'était blessé, et j'ai eu l'opportunité de re-rentrer directement et d'enchaîner. Voilà, et d'avoir du temps de jeu, donc, le temps de récupérer ta place ensuite. Donc c'est ça. Donc pour moi, ça a été bénéfique et du coup, c'est mieux pour moi. Ensuite, après là, c'est parce que j'ai pris de l'expérience. Exactement. J'ai pris de l'expérience. C'est pas comme si c'était la première fois que je passais latéral. En U17, et j'ai fait aussi toute l'année latérale. Il n'y a qu'en fin d'année sur les derniers matchs où j'ai joué central parce qu'on est passé sur une défense à 3 et que j'avais pas les qualités nécessaires pour jouer piston parce que je suis plus défensif. Du coup, non, parce que j'ai vraiment fait depuis la prépa, on avait repris en juillet, ça veut dire que j'ai vraiment eu 1 mois et demi pour m'adapter au poste. Ouais, t'as déjà les bagages. D'accord. C'est ça. C'est venu en cours d'année. Oui, c'était pas une surprise pour toi et ni pour le coach. C'est ça. Dernière question, Mehdi, pour Brian. Ouais, Brian, tu es du côté du Racing, qui est quand même une école assez reconnue, bien sûr. Leur équipe première étant N3 et peut-être possibilité de monter en N2. Est-ce que rester là-bas, ça serait aussi une possibilité ?
Ah, j'allais te poser la question, merci Oui. Mehdi. Oui, parce que je suis là-bas depuis... Là, c'est ma 3e année au club. Ça veut dire, je sais que les coachs, ils me connaissent. Le coach de la N3, il nous regarde souvent, il regarde nos entraînements. Il y a quelques joueurs qui grimpent un peu pendant les entraînements avec la N3. Pas beaucoup cette année comparé par exemple à l'année dernière, où l'année dernière, il y a eu beaucoup de joueurs de la génération 2006 qui sont montés. Là, nous, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Après, on a une équipe réserve en senior R2 qui sont 4e, je crois, qui jouent la montée puisque les points ils sont encore serrés. C'est serré, ouais. Ça veut dire que s'ils ont la possibilité de faire N2 senior R1, ça peut être pas mal. Donc oui, pourquoi pas. D'accord. Et est-ce que tu as déjà réfléchi où tu serais dans 4-5 ans? Parce que je présume que tu vises le monde professionnel. Est-ce qu'il y a quand même une équipe que tu vises, un championnat que tu aimerais connaître? Non, pas forcément. J'aimerais connaître... Pas de langue de bois ici. Hein. Non, j'aimerais connaître... J'aimerais connaître le meilleur niveau possible. C'est-à-dire, par exemple, la première division, que ce soit... la Ligue 1. Moi, personnellement, à court terme, je préfère rester en France. D'accord, c'est important de le rappeler, et tant mieux. Je préfère rester en France parce que ici, ça serait plus proche pour ma famille, etc. Exactement. Mais après, dans 4-5 ans, non, j'ai pas forcément réfléchi. Je réfléchis beaucoup sur du court terme, c'est-à-dire 1 an, 2 ans max. Et oui, du coup, step by step, je prends étape par étape parce que on sait pas ce que l'avenir est fait. Une petite préférence quand même. Oui. Un petit championnat qui t'attire. Pour l'année prochaine? Non, pour plus tard. Est-ce que tu aimes bien le championnat anglais, le championnat espagnol qui te... Il veut rester en France. C'est vrai. Moi, je veux rester en France. Vous voulez l'expatrier, lui. Non, après, j'aime beaucoup le championnat anglais. J'aimerais y jouer, mais pas sur du court terme. Voilà, d'accord. Mais oui, j'aimerais jouer en première ligue. Je tenais quand même à te poser une question parce que c'est rare et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a connu ce niveau quand même. Ici, Brian, tu as connu la CAN U17. C'est ça. Avec la République démocratique du Congo. Non, avec Congo-Brazzaville. Brazzaville, autant c'est pour ça. moi, et tu fais bien de le préciser. Quelles ont été tes sensations? Quels sont tes souvenirs? Franchement, c'est une expérience. En fait, c'est comme si t'es professionnel. T'es dans des cadres t'as jamais vu. Moi, par exemple, à ce moment-là, c'était quand j'étais en U16 à Argenteuil. C'est venu un peu d'un coup. J'étais pas forcément préparé. J'ai eu mon premier agent qui m'a contacté, qui m'a dit que le sélectionneur il cherchait un joueur parce qu'il avait des blessés. Du coup, j'ai fait un premier rassemblement où le sélectionneur est venu en France et a pris plein de joueurs de Nice, etc. Il y avait plein de joueurs, quasiment que des joueurs de centre de formation. Ça s'est bien passé. C'était sur 3 jours. D'accord. Ça s'est bien passé. Le sélectionneur, il m'a parlé dès le premier jour. Et il m'a tout de suite dit qu'il voulait me prendre. Chapeau. Ça veut dire que j'arrive, tu vois, hôtel, etc. T'es escorté de partout. Tu sors juste devant la rue d'en face de l'hôtel. Il y a plein de policiers autour de toi. En fait, c'est quelque chose de différent. Moi, je joue en U16R1. Le championnat, il est très bien. Mais après, là, t'es dans un cadre où... Tu changes de planète, là. Oui. Ah, on est d'accord. T'es filmé H24, tous tes moindres faits et gestes, ils sont filmés, etc. Donc... bravo, en tout cas, Brian. T'oublieras pas quand même, si tu rejoues avec la sélection, t'oublieras pas que tu as fait un passage au 100% football bien amateur. Sûr. S'il te plaît, Brian, en tout cas, bravo pour ce que tu fais. Et surtout, le plus important, continue à prendre plaisir. Il est 19h56, messieurs, on arrive à la fin. Le temps est passé vite. Mais comme à chaque fois, je garde pas le ballon pour moi. Ouais, dernier tour de table. Moussa, merci d'être passé. Merci de m'accueillir, toujours sur ce plateau. Toujours... C'est bien de parler de football amateur, c'est bien de parler de notre milieu, parce que le football pro, il n'y a que l'équipe 21 qui vont parler de ça. C'est ça. Mais c'est bien d'avoir notre émission et de parler un peu du football d'en bas, parce que c'est là que démarre le football. Exactement. Tous les joueurs pro, ils démarrent d'en bas. Exactement, et tu fais bien de le préciser et de le rappeler, Moussa. Mehdi, merci d'être passé. De rien, il a bien résumé, c'est notre petite émission à nous. Exactement. Voilà, on est dans notre petit monde et puis on prend du plaisir, beaucoup de chance d'avoir vu Kevin, beaucoup de réussite Kevin. Puis, Brian, pardon là. Brian et continue
continuer comme ça et puis que ça t'emmène le plus loin possible. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Mot de la fin, il est pour toi, Brian. Voilà, et Idriss qu'on est en train de former. Exactement, Voilà. exactement. Petit Soukouna. Brian, mot de la fin pour toi. Bah, merci beaucoup de m'avoir invité et c'est vrai que ça fait extrêmement plaisir pour les joueurs comme moi qui sont issus d'Île-de-France ou même pas forcément, qui sont Exactement. tout simplement amateurs, parce que c'est vrai que personne met en valeur, encore moins quand t'es un club amateur, etc. Donc ça fait toujours plaisir et j'espère que ça va se développer et que les gens mettront un peu plus de lumière sur ça. On l'espère, mais en tout cas, merci d'être passé, Brian. Plein de bonnes choses pour cette saison avec le Merci Racing, beaucoup. avec les matchs qui t'attendent. Tu vas pas t'ennuyer, ouais. Et qui vont être très intéressants. L'émission arrive à sa fin. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Donc forcément, merci à tous les trois. Merci à Simon Gros, le directeur technique du centre de formation de Valenciennes qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. Merci à Axel et à Damien pour la technique, comme à chaque fois au rendez-vous. Pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao!